Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là ce mardi 21 juillet. Bienvenue à Inside News RDC. Demain, mercredi 22 juillet, 2 cortèges devaient traverser Kinshasa, celui de l'opposition et celui du pouvoir. Ce soir, ni l'un ni l'autre ne se mettra en marche, et les Kinois qui redoutaient cette journée, les commerçants de la Gambie qui avaient prévu de baisser le rideau, les chauffeurs de taxibus qui se demandaient s'ils sortiraient les véhicules, peuvent regarder demain autrement. Clémence Seya et Dieudonné Ilolo nous suivent ce soir, et je les salue l'un et l'autre, comme je salue nos compatriotes de la diaspora, où qu'ils se trouvent, qui savent mieux que personne combien une journée annoncée peut peser sur un pays avant même d'arriver. Ce soir, elle se vide, et c'est cela qu'il faut comprendre. Car ces 2 marches ne tombent pas pour la même raison. L'une s'est retirée d'elle-même en fixant un délai. L'autre a été refusée par l'autorité. 2 mots différents, 2 mécaniques différentes, un même calendrier vidé. Ce qui reste debout, c'est une échéance le 15 août et une question que personne à Kinshasa n'a encore tranchée. Nous irons aussi à Bruxelles, où un ministre congolais a remis un 5e pluie scellé en 8 jours, cette fois hors du continent. Nous irons en Ikurie, où l'épidémie vient de franchir la barre des 900 morts, avec une létalité qui atteint désormais 39,7%. Et nous irons à New York, où notre pays a présidé lundi une séance sur Haïti, un pays qui nous ressemble plus qu'on ne le croit. Une question pour commencer, et elle n'est pas rhétorique. Quand une interdiction s'applique à tous et qu'un seul camp s'y soumet, que reste-t-il de l'interdiction? Micheline, je te confie ce dossier parce qu'il contient une rectification que nous devons à nos auditeurs. Hier, au bouclage de notre édition journalière, la marche du 22 juillet était maintenue, et nous l'avons dit avec les éléments dont nous disposions à ce moment-là. Dans l'après-midi du même lundi, la donne a changé 2 fois. Tu travailles ce soir avec Brigitte parce qu'il y a 2 mouvements distincts à démonter et qu'on ne les comprend qu'en les mettant côte à côte. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons par le fait et par l'heure, parce que l'heure compte ici. Lundi 20 juillet 2026, à Kinshasa, la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel publie un communiqué signé de 5 noms. Martin Fayulu pour l'ECD, Jean-Marc Kabound pour Alliance pour le changement, Moïse Katumbi pour Ensemble, Augustin Matata Ponyo pour le LGD, Deli Sesanga pour Envol. Ce communiqué reporte la marche pacifique qui devait se tenir le mercredi 22 juillet devant le Palais de la Nation, et dont l'objet déclaré était d'exiger la démission de Félix Tshisekedi. Arrêtons-nous une seconde sur ces 5 signatures, parce qu'elles n'engagent pas les mêmes corps. Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound et Deli Sesanga vivent à Kinshasa. Le jour où un cortège part du Palais de la Nation, ils sont dans la ville où il part. Ce qui arrive à ce cortège leur arrive aussi. Moïse Katumbi, lui, n'est pas rentré au pays avec Augustin Matata Ponyo. Son parti Ensemble pour la République tenait encore son conclave à Bruxelles, et l'homme qui le dirige signe depuis l'étranger un appel à descendre dans les avenues de Kinshasa. Nous ne discutons pas ici les raisons de cette absence. Elles sont judiciaires et connues, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a lui-même demandé à l'État congolais de permettre son retour en homme libre. Nous posons autre chose, et nous le posons pour les jeunes de Massina, d'Ndjili et de Limete, qui sont ceux qui remplissent les cortèges. Quand une marche tourne mal dans ce pays, ce ne sont jamais les signataires qui saignent. Ce sont des fils et des filles dont les noms n'apparaissent dans aucun communiqué. Le 12 juin encore, des Congolais sont tombés dans une manifestation, et les comptes de cette journée s'opposent toujours sans qu'aucune instance indépendante ne les ait établis. Voilà le prix réel de la rue, et il n'est pas payé par ceux qui l'appellent depuis un salon. Un chef qui demande à un peuple de marcher, marche devant lui. C'est ce qu'on fait dans ce pays, ceux dont nous enseignons les noms à nos enfants. On ne conduit pas un combat par procuration, et une opposition se mesure d'abord à ce qu'elle risque, pas à ce qu'elle publie. Ce soir, cette marche est reportée et personne n'y a au contact. Le 15 août, si l'appel revient, la question de savoir qui se tiendra en tête du cortège
se posera devant la nation entière. La décision a été prise à l'issue de 2 réunions de la conférence des présidents de la coalition, le samedi 18 et le lundi 20 juillet. Elle répond à un appel lancé le 18 juillet par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, représentée par le cardinal Fridolin Ambongo et le révérend président André Bokundoa, qui demandaient à la coalition de donner, selon leurs termes, une véritable chance au dialogue. La coalition qualifie ce report de geste de responsabilité. Elle précise qu'il ne constitue ni un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni un affaiblissement de sa détermination, et qu'elle maintient l'ensemble de ses structures, au pays comme dans la diaspora, en état de mobilisation et d'alerte maximale. Puis vient la partie du texte qui engage la suite. La C64 fixe une date. Si le dialogue national inclusif n'est pas officiellement convoqué au plus tard le 15 août 2026, ou si les engagements annoncés restent sans traduction concrète, elle dit se réserver le droit d'en tirer, je cite, « toutes les conséquences politiques » et d'appeler le peuple congolais à reprendre les actions citoyennes pacifiques. 25 jours à compter de ce soir. La responsabilité de la suite, écrit-elle, repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. Elle pose aussi des conditions de fond. Le dialogue devra aborder l'agression extérieure et l'insécurité dans l'Est, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, les réformes nécessaires à la réunification du territoire. Elle réclame des mesures de confiance et de décrispation, et elle avertit le pouvoir contre tout acte de provocation, en citant explicitement une éventuelle promulgation de la loi sur le référendum, au nom des articles 70 et 220 qui interdisent d'exercer plus de 2 mandats à la tête de l'État. Voilà pour le premier mouvement. Brigitte, le second est tombé le même jour, et il ne ressemble pas du tout au premier. Bonsoir à toutes et à tous. Non, il n'y ressemble pas, et c'est exactement là que se joue l'information de ce soir. Le même lundi 20 juillet, dans le bureau du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une délégation de l'Union sacrée de la nation est reçue. Elle est conduite par Sylvain Mutombo, ancien ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants, membre du présidium de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Cette plateforme, c'est celle du pouvoir, et elle avait annoncé sa propre marche pour le 22 juillet, une marche de soutien aux institutions de la République et au FARDC, en réponse à celle de l'opposition. Le gouverneur Daniel Bumba refuse d'en prendre acte. Le motif qu'il avance n'est pas politique, il est sanitaire. Il invoque la mesure prise par le gouvernement central par l'entremise du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la décentralisation, qui suspend les rassemblements de masse pour prévenir la propagation d'Ebola. Cette mesure, précise-t-il, reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Donc aucune manifestation publique ne peut se tenir durant cette période. Il rappelle en outre que la commune de la Gombe est une zone interdite aux manifestations politiques. Et c'est ce mardi matin que la situation a basculé. À l'issue de la rencontre du 20 juillet avec l'autorité urbaine, Sylvain Mutombo, porte-parole circonstanciel de la délégation, a annoncé que l'Union sacrée maintenait sa marche. Ces mots. La plateforme a suivi avec une attention particulière les recommandations du gouverneur concernant l'interdiction et a décidé de maintenir sa marche parce qu'il s'agit d'une manifestation pour la protection des institutions de la République et le soutien au FARDC. Alignons maintenant les deux faits, parce que séparément, ils sont deux dépêches et ensemble, ils sont une information. La marche de l'opposition avait été notifiée aux autorités le 6 juillet, avec ses itinéraires vendus publics. Elle n'était pas interdite. Ses organisateurs l'ont retirée d'eux-mêmes à la demande des églises, et ils ont posé un ultimatum au 15 août. La marche du pouvoir, elle, a été interdite par l'administration, et elle avance quand même. Autrement dit, celle qui pouvait sortir ne sortira pas, et celle qui ne peut pas sortir se prépare à sortir. La plateforme qui se réclame de la défense des institutions est celle qui passe outre la décision d'une institution. Il faut ajouter ceci, qui n'est pas un détail.
Si le rassemblement est réellement dangereux pour la santé publique, alors le virus ne fait pas de différence entre un cortège d'opposants et un cortège de partisans. Une plateforme politique ne peut pas décider seule qu'une mesure sanitaire cesse de s'appliquer à elle. Et si le motif retenu est finalement sécuritaire, comme le rapporte Reporter.cd, alors c'est la version sanitaire qui devra être expliquée aux Kinois, qui vivent depuis le 27 juin sous une interdiction de rassemblement prise au nom d'Ebola. Cette même mesure, l'opposition la dénonçait le 28 juin comme anticonstitutionnelle et politiquement motivée, quand elle l'empêchait, elle, de marcher le 8 juillet. Un mois plus tard, elle bloque sur le papier les partisans du président. La règle n'a pas changé. Ce sont les jambes qu'elle arrête qui ont changé. Et l'une des deux paires a décidé de ne pas s'arrêter. Les autorités de la ville doivent dorénavant se prononcer sur les dispositions à prendre. C'est la seule chose qui compte pour demain matin. Et à l'heure où nous diffusons, elle n'est pas connue. Et le sens de tout cela dépend d'une chose qui n'existe pas encore. Le dialogue a été annoncé le vendredi 17 juillet par le cardinal Ambongo à la sortie de l'audience accordée par le chef de l'État aux confessions religieuses. Un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain dans le respect des institutions et de la Constitution. C'est la formule. Depuis, la coalition Article 64 a reporté sa marche, l'Union sacrée s'est vue refuser la sienne, les analystes se sont exprimés, mais l'ordonnance présidentielle qui doit fixer les modalités de ces assises n'est pas publiée. La feuille de route non plus. Sur ce point, un élément neuf. Le pasteur Éric Nsenga, interrogé lundi lors d'un espace en ligne organisé par Stanis Boujakera Chiamala, indique que le travail d'actualisation de la feuille de route, élaboré par le passé avec le concours du cabinet présidentiel, commence cette semaine et que sa publication est désormais la priorité. Il confirme que les églises jouent dans les faits un rôle de médiation, illustré selon lui par la rencontre déjà tenue avec les responsables de la C64, tout en précisant que ce rôle reste à formaliser officiellement. Autrement dit, la médiation agit avant d'être définie. Elle a déjà obtenu le report d'une marche et son mandat n'est pas encore écrit. Sur le contenu, les positions ne se rejoignent pas. Christian Muleka, coordonnateur de la dynamique des politologues, estime que l'ouverture du chef de l'État constitue une avancée par rapport à ses positions initiales, mais qu'il est prématuré de conclure à un dialogue totalement inclusif. Il relève une nuance apportée par le ministre Patrick Mouyaya et par l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia sur cette inclusivité, et met en garde contre la transformation du processus en simple partage de postes, en rappelant que de Sun City à la Conférence nationale souveraine, la classe politique congolaise a souvent utilisé les crises comme espace de positionnement. Jean-Aimé Mbiya, analyste politique interrogé par l'agence congolaise de presse, défend l'initiative comme un instrument de gouvernance destiné à consolider les institutions légitimes, en posant que la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et le respect de la Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune négociation. Il ajoute que le succès dépendra de la crédibilité du médiateur, qui doit être accepté par toutes les parties sans réserve majeure quant à son indépendance. Le député national Olivier Kassanda Katwala, élu de Kinshasa-Lukunga, défend une hiérarchie inverse de celle de l'opposition. La sécurité d'abord, l'unité ensuite, et pas d'interdit sur le débat constitutionnel qu'il refuse de voir soustrait au peuple. Il pose une ligne rouge sur les participants en excluant ceux qui ont pris les armes. Et ceux-là ont répondu. Corneille Nangaa a rejeté toute perspective de dialogue avec Kinshasa dans une vidéo diffusée par ses équipes. Il qualifie le pouvoir congolais de manipulateur menteur qui ne respecte jamais ses engagements, écarte ce qu'il appelle des compromis hypocrites et oppose au dialogue 4 priorités de refondation de l'État: une armée dissuasive, une police protectrice, une justice indépendante et une administration fonctionnelle. C'est l'un des premiers rejets explicites du processus. Mais regardons ce que ce refus coûte réellement à celui qui le prononce, parce que c'est là que l'information se trouve.
Corneille Nangaa refuse une porte qui était déjà fermée devant lui. Le 18 juillet, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, posait comme condition d'entrer au dialogue de citer le Rwanda comme agresseur. Le député Olivier Kassanda Katwala pose ce mardi que les auteurs de la lutte armée contre la République ne peuvent être associés à un processus destiné à renforcer l'unité nationale. L'analyste Jean-M. Mbia écrit que le dialogue ne doit pas légitimer la violence armée comme mode d'accès aux responsabilités publiques. 3 voix, un men vero. Refuser une invitation qu'on ne recevra pas ne coûte rien et permet de transformer une exclusion en décision. Il y a une seconde raison, et elle est plus concrète encore. Que réclamerait l'AFC M23 à une table de dialogue? Ce que tous les mouvements armés de notre histoire ont réclamé avant lui, et que nos auditeurs connaissent par cœur, parce que ce pays l'a déjà payé. Le brassage et l'intégration des combattants dans les FARDC, les grades pour les officiers, les postes dans l'administration et dans les entreprises publiques, l'amnistie. C'est la liste de Sun City. C'est la liste de l'accord du 23 mars 2009 signé à Goma entre Kinshasa et le CNDP, qui prévoyait l'intégration des combattants dans les FARDC, le maintien des grades et la transformation du mouvement en parti politique. Près de 5300 à 5800 hommes ont alors été versés dans notre armée. En avril 2012, plusieurs centaines d'entre eux se mutinaient en territoire de Rutshuru en reprochant à l'État de n'avoir pas tenu cet accord et prenaient le nom de la date de sa signature. Le M23, c'est cela, le nom d'un accord d'intégration. Ce que ce mouvement viendrait chercher à la table, c'est l'accord dont il porte déjà le nom. Et Goma est tombé 2 fois depuis. Cette liste-là, aucun camp congolais ne l'accepterait ce soir. Nangaa le sait, et il dénonce la table plutôt que d'y venir chercher ce qu'on lui refuserait. Le 19 juillet, le président rwandais Paul Kagame déclarait que vouloir faire disparaître le M23 reviendrait à chercher la disparition du Rwanda. 2 jours plus tard, le mouvement qu'il décrit ainsi ferme la porte au dialogue entre Congolais. Le Conseil de sécurité a sanctionné Corneille Nangaa le 14 juillet et Kigali dément régulièrement. Reste ceci, que nos concitoyens entendent d'eux-mêmes. Un homme qui parle au nom des Congolais de l'Est depuis un territoire tenu avec l'appui d'une armée étrangère. Un dernier fait, parce qu'il concerne le calendrier et qu'il a beaucoup circulé de travers. La Cour constitutionnelle a publié lundi une mise au point. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, l'arrêt qu'elle a rendu le 1er juillet, enregistré sous le numéro R-Const 2680, concerne la requête d'un particulier, Maître Douli Muntululu, contre la proposition de loi sur le référendum. La Cour s'est déclarée incompétente pour un motif de procédure, le texte étant alors encore en examen au Parlement et non transmis au président pour promulgation. Ce dossier faisait partie de 27 causes examinées en procédure de filtrage lors de l'audience publique du vendredi 17 juillet. Et dans l'ensemble de ces dossiers, la Cour s'est déclarée incompétente. La cellule de communication de la haute juridiction précise que ces décisions ne constituent pas un examen au fond. Ce qui veut dire très concrètement que la saisine du chef de l'État sur cette même loi, elle, suit toujours son cours. Elle date du 29 juin. Le délai de 30 jours, prévu par l'article 160, arrive à terme vers le 29 juillet. À ce jour, notre rédaction n'a connaissance d'aucun arrêt publié sur le fond. Ce silence n'est pas une lacune de notre part, c'est l'état du dossier, et il tombe dans la même fenêtre que le reste. Nathalie, la rue s'est vidée pour 25 jours. Le calendrier judiciaire, lui, n'a pas bougé d'un jour. Merci Micheline. Merci Brigitte. Retenons ceci. Demain, un cortège interdit qui annonce qu'il sortira. Le 15 août, une échéance politique. Vers le 29 juillet, une échéance judiciaire. Entre les deux, une feuille de route que personne n'a encore lue. L'opposition a rendu la rue sans rien obtenir d'écrit. Le pouvoir a gagné ce retrait sans rien concéder d'écrit. Et ses partisans s'apprêtent à occuper seuls une avenue interdite à tous. Et pendant que Kinshasa désarme ses avenues, un homme continue de faire ses valises. Nous l'avons suivi la semaine dernière de Kampala à Dar es Salaam. Et hier,
il a franchi une frontière d'un autre ordre. Lundi 20 juillet 2026, à Bruxelles, le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuloni, a été reçu par Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique. L'entretien a duré près d'1 heure, en présence des 2 délégations. À cette occasion, le ministre congolais a remis à son homologue belge un courrier confidentiel du président Félix Tshisekedi, destiné aux autorités du Royaume. Le communiqué du ministère n'en révèle pas le contenu. 5 capitales en 8 jours, 5 plis scellés et pas une ligne de contenu rendu public. Mais la 5e n'est pas la suite des 4 premières, et c'est l'information de ce bloc. Les 4 premières étaient africaines, régionales, adressées à des chefs d'État membres de l'organisation qui accueille la médiation, ou voisins directs du conflit. Bruxelles n'est ni voisine, ni membre, ni médiatrice. C'est l'ancienne puissance coloniale, et c'est un État membre de l'Union européenne, celle qui a signé avec le Rwanda un protocole d'accord sur les matières premières critiques que Kinshasa conteste depuis 2 ans. Le communiqué indique que l'échange a porté sur les enjeux de paix, de sécurité et de stabilité dans la région des Grands Lacs, avec un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Il rappelle aussi que les relations entre les 2 pays ont connu un nouvel élan avec la visite d'État du roi Philippe en 2022 à l'invitation du président Tshisekedi. Ce que le communiqué ne dit pas, c'est pourquoi ce message-là part maintenant, 3 jours après l'annonce du dialogue national et à la veille d'une journée qui devait être celle de la rue. Nous ne le supposerons pas à la place de l'État. Nous constatons simplement que le périmètre du porteur vient de s'élargir de l'Afrique de l'Est à l'Europe et qu'un pli confidentiel a franchi le seul point de la carte où l'histoire congolaise pèse autant que la géographie. 5 portes se sont ouvertes en 8 jours. 5 portes se sont refermées sur 5 enveloppes. Ce que nos concitoyens sauront, ils le sauront par ce qui bougera, pas par ce qui a été écrit. Et puisque c'est une mesure sanitaire qui a vidé les avenues de Kinshasa, allons voir ce que cette mesure protège réellement à 1700 km de là. Le bilan arrêté à ce lundi donne 2344 cas confirmés, 930 décès et 466 guérisons. 724 patients sont en isolement ou hospitalisés. La létalité s'établit à 39,7%. Le ministère de la Santé a précisé lundi que 37 de ces décès étaient survenus sur les seules journées de vendredi et samedi, l'un des bilans les plus élevés depuis le début de la flambée. Arrêtons-nous sur ce chiffre, parce qu'il dit ce que les communiqués ne disent pas. Le 2 juillet, la létalité était de 31,2%. Le 13 juillet, 37,5%. Aujourd'hui, près de 40%. La lecture officielle veut que la hausse des cas traduise aussi une meilleure détection. Mais une détection qui s'améliore capte les cas légers et fait donc baisser la létalité apparente. Ici, elle monte de 8 points en 3 semaines, ce qui dit soit une maladie qui tue une part croissante de ceux qu'elle atteint, soit un dépistage qui n'atteint toujours que les plus graves. L'épidémie touche 5 provinces, le Haut-Uélé, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Chopo. L'Ituri demeure l'épicentre. Le Sud Kivu et la Chopo sont décrits comme stables, sans nouvelles zones de santé touchées. Sur le terrain, la société civile du Congo à Mambasa a dénoncé lundi des délais excessivement longs entre le prélèvement et l'analyse des échantillons, ce qui retarde l'isolement des personnes contacts et favorise pendant l'attente des contacts non sécurisés dans les familles. Les zones de Nyanya et de Lolwa sont les principaux foyers du territoire. Elles réclament un laboratoire mobile d'urgence et des sources sanitaires locales confirment qu'il est en cours d'installation à Nyanya. Ce même Nyanya, nos auditeurs s'en souviendront, est le point par lequel le virus est entré dans 2 provinces nouvelles au début du mois. Le laboratoire arrive là où la fuite a déjà eu lieu. Il faut ajouter 2 éléments que nos sources internationales rapportent et qui pèsent lourd. Au moins 12 attaques contre des établissements ou des équipes de santé ont été recensées depuis la déclaration de l'épidémie, principalement nourries par le scepticisme et les rumeurs.
et de nombreux professionnels de santé ont cessé le travail pour protester contre le non-paiement de leur salaire. Au moins 36 travailleurs de la santé infectés par le virus sont morts. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée la semaine dernière du fait que 80% des nouveaux cas proviennent de chaînes de transmission inconnues. C'est le chiffre le plus grave de ce dossier. Il signifie que dans 8 cas sur 10, on ne sait pas d'où vient la contamination. Face à cela, l'État a bougé. Le 13 juillet, le chef de l'État a présidé la 4e réunion de la Task Force nationale et désigné le Dr Steve Aoka manager terrain de la riposte, au motif de l'extension vers des provinces jusque-là épargnées. La Banque africaine de développement a annoncé un don de 13 millions de dollars pour la RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda, dont 11 millions pour notre pays. En extérieur, le Canada interdit depuis lundi soir l'entrée sur son territoire aux ressortissants étrangers ayant séjourné chez nous dans les 21 derniers jours, et nos compatriotes du Canada en mesurent déjà les effets sur les visites familiales. Et le suivi des contacts, qui plafonnait autour de 72% fin juin, atteint aujourd'hui 85,8%. C'est l'indicateur qui casse les chaînes de transmission et le seul de ce dossier qui progresse dans le bon sens depuis un mois. 67 jours se sont écoulés depuis le 15 mai. Le prochain rapport dira si le suivi des contacts tient au-dessus de 85%, ou si les grèves de soignants le font redescendre avant même que le laboratoire mobile n'ait analysé son premier échantillon. Restons sur ce mot, la route, parce qu'il va nous emmener très loin de l'Itourie et nous y ramener aussitôt. Lundi, à New York, la 10 198e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est ouverte sous la présidence de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Notre pays assure la présidence tournante du Conseil pour le mois de juillet 2026. L'ordre du jour portait sur Haïti. La ministre a invité à participer les représentants d'Haïti, de la Jamaïque, du Mexique et de la République dominicaine, et accueilli notamment la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Reina Forbin, et son homologue dominicain, Roberto Alvarez Gil. S'exprimant au nom des 3 pays africains membres du Conseil, le Libéria, la Somalie et la RDC, notre diplomatie a salué les progrès du processus de transition politique haïtien, les avancées sur le cadre électoral et les préparatifs du Conseil électoral provisoire. Puis, elle a nommé ce qui ne progresse pas. La violence des gangs continue de faire des victimes, de déplacer les populations et de saper l'autorité de l'État. Et ces répercussions se font sentir bien au-delà de Port-au-Prince. Le point le plus précis de cette intervention porte sur l'expansion territoriale continue des réseaux criminels et sur leur contrôle des axes de transport stratégiques, des ports et des chaînes d'approvisionnement essentielles. Relisez cette phrase en pensant à chez nous. Un groupe armé qui contrôle les axes de transport, les ports et les chaînes d'approvisionnement, ce n'est plus une bande, c'est une administration. C'est ce que nous décrivons depuis des mois à Goma, à Bukavu, à Rubaya, où une gouvernance parallèle lève des taxes, perçoit des redevances minières et fait fonctionner ses propres circuits. Notre diplomate a décrit Haïti au Conseil de sécurité. Elle a décrit une mécanique que notre pays connaît par cœur. Et c'est ici qu'il faut être honnête avec nos auditeurs sur ce qui attend la nation, y compris le jour où les armes se tairont. Nous en avons parlé en juin, puis début juillet, quand le vice-premier ministre de la Défense recevait Jane Swan sur le désarmement. Voici les ordres de grandeur, et ils ne sont pas confortables. Plus de 130 groupes armés actifs sur notre territoire. Des effectifs estimés entre 500 000 et 600 000 combattants. Une économie de guerre qui génère entre 2 et 3 milliards de dollars par an, dans un pays où le salaire médian reste sur les $50 mensuels. 3 vagues de désarmement depuis 2003, dont la première visait 330 000 combattants, en a réintégré 150 000 et a vu plus de 40% d'entre eux reprendre les armes. Voilà le chiffre qui doit rester. Plus de 40% de retour au maquis sur le programme le mieux financé de notre histoire.
Non parce que ces hommes aimaient la guerre, mais parce qu'au bout du programme, il n'y avait ni emploi, ni terre, ni salaire. Un fusil qui rapporte nourrit une famille. Un certificat de démobilisation, non. Haïti est aujourd'hui à l'endroit où nous étions en 2003, et le monde y envoie une force de répression des gangs, dont notre ministre a salué le lancement en appelant à ce qu'elle atteigne rapidement sa pleine capacité opérationnelle. Nous avons connu cela aussi. 25 ans de présence onusienne, environ $1 milliard par an, jusqu'à 16 000 casques bleus. Et le 20 décembre dernier, une résolution du Conseil de sécurité condamnait encore l'offensive sur Uvira. Le jour où la guerre s'arrêtera chez nous, et ce jour viendra, personne ne devra promettre à nos concitoyens que tout sera réglé le lendemain. Ce qui viendra après, ce sont des centaines de milliers d'hommes armés à qui il faudra offrir autre chose qu'un discours. Ce n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison de préparer maintenant ce qu'on ne pourra pas improviser plus tard. Notre pays tient le marteau du Conseil de sécurité et décrit à Haïti la maladie dont il porte lui-même les cicatrices. Ce que le monde entend ce soir de la bouche congolaise sur Port-au-Prince, il l'entendra peut-être un jour de la bouche haïtienne sur Goma. Voilà où nous en sommes ce soir. Demain, 22 juillet, Kinshasa ne verra pas le cortège de la coalition Article 64 retiré par ses 5 signataires au nom du dialogue. Elle verra peut-être celui de l'Union sacrée refusé par le gouverneur Daniel Bumba, mais maintenu ce mardi matin par Sylvain Mutombo au nom du soutien aux institutions et au FARDC. L'échéance d'août reste posée par l'opposition et vers le 29 juillet, la Cour constitutionnelle atteindra le terme des 30 jours ouverts par la saisine du 29 juin. À Bruxelles, Floribert Anzoloni a remis un 5e pli scellé à Maxime Prévost. En Ituri, l'épidémie a franchi les 930 morts pour 2344 cas, avec 80% des nouvelles contaminations issues de chaînes inconnues. Et à New York, Thérèse Kayikwamba-Wagner a présidé une séance sur Haïti en décrivant des gangs qui tiennent les routes et les ports. Alors, laissez-moi vous laisser sur ceci. On croit toujours qu'une crise se dénoue le jour où le bruit s'arrête. Ce soir, 2 marches sont tombées et le pays est plus silencieux qu'hier. Mais rien n'a été signé, rien n'a été convoqué, rien n'a été promulgué. Le silence n'est pas un accord. C'est parfois seulement l'intervalle pendant lequel chacun regarde l'autre pour savoir qui bougera le premier. Un peuple apprend à distinguer les deux à ses dépens, et le nôtre l'a appris plus souvent qu'à son tour. Que la paix habite nos foyers, que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.